Bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci Siam, Madame la Présidente, pour l'invitation et pour l'accueil très chaleureux que j'ai eu ici. Tu as un très joli prénom, c'est le prénom de ma sœur aussi, tu sais. Donc voilà. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un truc à la mode depuis quelques années, c'est que tous les orateurs, ils commencent par une photo de l'établissement où ils travaillent. Je ne sais pas si ça ressemble plutôt à un concours d'architecture ou un désir de reconversion professionnelle en agent immobilier. Donc vous aviez Henri Mondor avec le nouveau bâtiment RBI, le bâtiment réanimation, bloc opératoire et interventionnel, qui est très dédié à ça. Alors, j'étais obligé de faire ma blague nulle pour détendre un peu l'atmosphère, parce que passer après Pascal, Saad et Kamel, quel que soit l'ordre, d'ailleurs, c'est pas très simple pour moi, donc j'ai sorti ma blague. Et puis, ça c'est dit. Je ne savais pas pourquoi j'ai été invité au début. Ça me faisait un petit peu bizarre de finir dans un congrès de cardiologues. Et c'est après que j'ai compris, en fait, qu'il y avait un cheminement. Alors, je l'ai compris je le vois tous les jours, mais le comprendre en voyant les gens, c'est parce que j'ai fait aussi de très, très belles rencontres. C'est encore plus intéressant. Alors aujourd'hui, on a fait en fait une sorte de vrai cheminement. Un patient qui se présente à la consultation de SAD, qui finit chez l'interventionnel, qui peut l'opérer, qui peut le dilater, l'angioplastier, je ne sais pas si ça se dit, et chez un chirurgien qui peut l'opérer. Donc en fait, les trois collègues, il y en a un qui peut le traiter, l'autre qui peut le stenter, l'autre qui peut l'opérer. Il n'y a pas de scoop. Moi aussi, je peux l'endormir. Alors, sachez aussi qu'on peut endormir tout le monde, hein, tout le monde. Il n'y a pas de contre-indication à l'anesthésie, même pour ceux qui font un arrêt cardiaque, les patients, en réanimation. Alors, on leur donne un hypnotique pour qu'ils dorment, les premières 24 heures, bien sûr. On leur donne un morphinique pour qu'on ne leur fasse pas mal pendant les soins. Et comme on les refroidit pour protéger le cerveau, on leur met un curare pour qu'ils ne convulsent pas. Donc, même chez quelqu'un qui a fait l'arrêt cardiaque, vous avez la triade hypnotique, morphinique et curare. C'est ça l'anesthésie. Donc, on peut endormir tout le monde. Alors, encore faut-il qu'il y ait un bénéfice, hein. Et c'est ça l'intérêt. L'intérêt, c'est qu'il y ait un bénéfice derrière. Et c'est peut-être ça la priorité. Et donc, effectivement, on a parlé mes prédécesseurs ont parlé du bénéfice lié au patient, tant en survie qu'en qualité de vie, parce que le patient, c'est lui le centre d'intérêt, c'est lui le centre du monde, en tout cas pour nous. Et donc, tout est fait pour améliorer son pronostic vital, mais je crois que c'est assez réducteur de parler que de survie. C'est un peu démodé. Donc là, il faut qu'on les sauve et en fait, il faut aussi qu'on leur offre la meilleure qualité de vie possible dans le futur, que j'espère le plus lointain possible. Pardon. Donc, en fait, on va essayer de disséquer partie par partie le cas clinique, comme si j'étais en consultation d'anesthésie. C'est un cas clinique qui est assez intéressant, hein, qui n'est pas très particulier finalement pour la chirurgie cardiaque et pour la cardiologie, mais qui a la particularité d'avoir été traité par plusieurs personnes qui ne travaillent pas au même endroit, parfois pas du même côté de la mer, parfois pas du même côté du périphérique parisien, mais en fait on parle une langue universelle, c'est celle qui fait que nos patients sont plutôt, je l'espère, bien soignés. Donc on va disséquer le dossier problème par problème, notamment sur le plan anesthésique. Alors je ne vais pas vous encombrer l'esprit par tout ce qui est données littéraires, etc. Mais quand même, il y a quelques bases à comprendre. Ce monsieur qui a le poids qu'il a, qui a un SAS qui n'est pas appareillé, et qui a aussi des séquelles modérées, jugées modérées de Covid. Donc ce patient, il est à risque respiratoire. Alors les risques, je vais plutôt utiliser un peu les termes dédié risque pulmonaire. Alors le risque pulmonaire, c'est très large et les sociétés savantes, en fonction de leur base, ont essayé de lui donner une définition. Donc les complications pulmonaires post-opératoires, les principales définitions selon les bases, c'est une ventilation prolongée au-delà de 24 heures. Là, je parle de la chirurgie cardiaque. Des rapports PaO2, FiO2 inférieurs à 100. C'est pendant les 48 heures chez les patients qui restent intubés. Les réintubations, c'est assez catastrophique. Il vaut mieux laisser un patient intubé et l'extuber quand il a tous les critères que l'extuber et le réintuber en urgence.
c'est très très pourvoyeur de morbidité, et les pneumonies acquises ou non sous ventilation mécanique. Alors, en fait, il y a tout un panel de complications pulmonaires, alors j'insiste sur le mot pulmonaire, et quand on prend tout ça, alors c'est vrai qu'on a tendance souvent à considérer les insuffisances respiratoires aiguës, mais quand même, quand on prend tout ça, on est à peu près à 10% de complications pulmonaires en post-opératoire de chirurgie cardiaque. Et ces 10% peuvent être réduits, comme vous le voyez sur la diapo, par des mesures de ventilation protectrice. Alors un papier qui est tout récent, hein, qui est de mai 2025, c'est-à-dire d'il y a quelques jours, et qui parle, alors là c'est pas tout à fait dédié à la chirurgie cardiaque ou à la réanimation CCV, c'est pour toute la chirurgie. Alors il y avait une légende urbaine avant qui disait qu'en réanimation il fallait utiliser des respirateurs de compétition, de ventiler les patients avec des critères de ventilation protectrice. Alors je ne vais pas aller dans le détail, mais on ventile avec des faibles volumes courants, des pressions positives en fin d'expiration, et on a adapté le volume courant plutôt au poids idéal, c'est-à-dire en fonction de la taille, que plutôt au poids réel. Alors, c'est pas une légende urbaine, mais en fait, c'est incomplet, parce que le pronostic n'est pas lié uniquement à la réanimation, mais il est lié aussi à la ventilation protectrice pendant la procédure chirurgicale. Si chirurgie il y a, hein, si c'est pas Kamel qui est passé avant Monsieur Pascal Leprince. Donc il faut une ventilation protectrice avant l'intubation, c'est-à-dire faire une bonne préoxygénation, pression positive, notamment pour un patient comme celui-là, en fait, comme une VNI hein, en pratique. Et pendant la ventilation, en fait, il faut que la réanimation pour les patients soit une sorte de la continuité du bloc opératoire. Moi, je dis toujours à mes internes que la réanimation en chirurgie cardiaque commence au bloc opératoire. Donc, il faut qu'il y ait un véritable cheminement. Alors, ce papier, je le trouve assez intéressant, hein, pour l'avoir lu. Et alors, il parle de la VNI. Enfin, peut-être ceux qui connaissent Samir Jaber à Montpellier, ils savent que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour la ventilation opératoire et post-opératoire, il adore la VNI, mais en fait il met aussi un petit peu en valeur la ventilation en hyperdébit. C'est l'Optiflow qu'on a utilisé beaucoup pendant le Covid, mais qui commence quand même à faire un petit peu, devenir un peu le standard, même en post-opératoire. Diapo, juste pour rester un petit peu pour continuer, pas pour rester, pour continuer à être dans l'ère du temps. Pour vous dire que tout ce qui est intelligence artificielle et machine learning, c'est vrai que c'est le futur, mais c'est le présent. Alors, on a eu une discussion assez rigolote ce matin avec Kamel. Je lui disais, parce que j'avais travaillé sur un protocole de recherche avec une équipe qui faisait de l'intelligence artificielle dans la prédiction des hypotensions artérielles en péropératoire. Le mot que j'ai utilisé au début avec cette personne, c'est un gadget. Alors je ne vous dis pas que j'ai changé d'avis complètement, néanmoins je crois, et même je suis sûr que l'intelligence artificielle va occuper de plus en plus de place. Alors il faut s'y intéresser. Je crois qu'il faut s'y intéresser, il faut savoir la gérer avant que ça soit elle qui nous gère. Je crois que ça, il faut s'y intéresser. Alors je ne dis pas que c'est tout, parce que des fois les montages qu'ils font sont extrêmement compliqué et parfois... Alors, c'est de la database, hein, donc ils peuvent faire des relations avec tout et n'importe quoi, notamment comme ici, entre la survenue d'hémorragie post-opératoire, c'est de la chirurgie cardiaque, hein, les événements thromboliques et les événements, les AVC, avec tout simplement les problèmes de ventilation mécanique. Donc on peut tout faire avec l'intelligence artificielle. Mais j'insiste sur ça. Mais vraiment, ma position a complètement changé sur ce point. C'est pour ça que j'en parle. Et hier, j'ai assisté à la présentation qui a duré une bonne heure. Mais franchement, ça, voilà. Mais ne mettons pas ça complètement de côté. Mais il ne faut pas que ça nous remplace. Alors, continuons sur le même cas clinique. On avait dit qu'il avait... ça nous avait dit qu'il avait une sténose qu'à 70% de l'artère carotide commune gauche. La contralatérale étant normale, SAT, effectivement. Alors, je sais que dans l'assistance, il y a de très, très, très bons échographistes. Alors, je vais montrer, ce sera dans la diapo suivante. Peut-être qu'il y en a qui diront que c'est supérieur à 70%.
Je vous dirai le secret tout à l'heure. Alors, les recommandations de 2018 sur la revascularisation myocardique, Kamel en a parlé sur un autre registre. Là, je vais en parler par rapport à la chirurgie carotidienne. Alors, pareil, moi, je n'ai pas très envie de vous lire tout ça. C'est très. Je ne suis pas sûr que ce soit utile. En plus, c'est accessible. Je crois que j'aimerais juste qu'on parle de notre patient. Notre patient, il est dans le bas du tableau où, quand ils ont 70% et qu'ils sont asymptomatiques et que l'autre carotide est normale, je crois qu'il faut complètement ne pas s'occuper de cette carotide-là. En tout cas, pas maintenant, pas tout de suite, pas avant la chirurgie cardiaque. Alors, on va encore en parler après. Hein. Je vous ai fait beaucoup de promesses, j'espère toutes les tenir. Et donc, ce n'est pas l'urgence. Par contre, le premier point qui est un grade de preuve et de recommandation un petit peu élevé, c'est de discuter des patients. Quand on a des situations compliquées, il faut discuter du patient. Et vous remarquerez que c'est la seule recommandation qui est en vert, c'est-à-dire on insiste un petit peu dessus. Donc mon topo, et je crois le topo qu'on est en train de faire, c'est une ode à la discussion. Je crois que s'il faut retenir quelque chose au-delà de la partie technique, c'est ça qu'il faut retenir. Alors, l'ordre, je sens que je vais déborder, mais je vais essayer de ne pas le faire. Je vais essayer de tout compresser sur les 4 minutes qui restent. L'ordre de la chirurgie, si on doit prendre, alors là, on sort un petit peu du contexte de notre patient, où on a dit, lui, on ne le touche pas. Il y a différentes façons de faire quand les patients ils ont une association d'atteinte carotidienne et coronaire qui est extrêmement fréquente. J'avais déjà lu qu'il y avait même une possibilité de prédire l'épaisseur des plaques carotidiennes en fonction de l'épaisseur, ou le contraire, l'épaisseur des plaques coronaires en fonction de l'épaisseur des plaques carotidiennes. Je ne sais pas si c'est une bêtise, mais je ne suis pas cardiologue non plus. Mais bon, mais c'est une association très fréquente. Et cette question-là se pose très souvent. Est-ce qu'il faut faire les deux ? Est-ce qu'il faut faire la carotide avant le cœur ? Est-ce qu'il faut faire le cœur avant la carotide ? Et si on fait les deux, il y a des techniques hybrides. On peut mettre un stent carotidien et puis opérer le cœur. Alors, voilà. On pourra en parler après dans la discussion, si vous voulez, laquelle choisir, etc. Mais il est évident qu'on choisira la lésion la plus critique. Si quelqu'un il a un tronc commun douloureux et qu'il a une carotide qui peut attendre, certainement on s'occupera de la carotide après. Et le contraire est vrai aussi, parce que on sait par contre qu'on l'expose à un surrisque d'AVC, et le contraire est vrai. Si on l'opère de sa carotide alors qu'il a un cœur très malade, eh ben on l'expose à un risque d'infarctus. Mais en tout cas, alors je reviens toujours au point de départ, qui est de bien discuter de nos dossiers. La chirurgie coronaire et la chirurgie cardiaque exposent le patient de toute façon à beaucoup de risques neurologiques. Alors pas dans le sens AVC proprement dit, mais vous voyez, dans une circulation extracorporelle, on expose les gens à de l'hypoperfusion, l'hypotension ou le problème de débit sur la pompe, d'hypoxie, tout simplement si on a des problèmes ventilatoires, des séquelles de Covid chez ce patient, et j'en passe. Les embolismes cérébraux, Pascal le sait très bien, quand on clampe une aorte, surtout sur des aortes un peu calcifiées, il y a des petites plaques qui partent, et c'est de ça qu'il parlait. C'est des patients qui, au début, ils ne font pas d'AVC important, ils bougent partout, etc. Mais on se rend compte qu'à cause de ça, qu'à cause de l'hypotension, qu'à cause du bas débit, à cause de l'anesthésie, notamment chez les personnes âgées, ils ont des troubles cognitifs et qui durent très très longtemps, et on a sûrement des choses à faire sur ce plan-là. Il y a aussi l'hyperthermie cérébrale, mais ça, c'est une question vraiment très spécifique à la chirurgie cardiaque quand on fait des chirurgies de la crosse, où on est obligé de faire de l'hypothermie chez le patient. C'était juste histoire de rappeler que les organes ne se réchauffent pas en même temps et ne se refroidissent pas en même temps, qu'il faut faire attention et quand on essaie de conserver le cerveau, c'est la température du cerveau qu'il faut avoir en tête. Une petite technique de monitoring, je vais essayer de faire vite pour rester dans les temps, c'est la NIRS. La NIRS, on utilise un spectre qui est proche de l'infrarouge. En fait, on lance on lance de la lumière, et elle est atténuée par les tissus. Après, on la récupère par une autre sonde. Et en fonction de cette atténuation,
on va avoir un chiffre qui est la NIRS. Alors le chiffre, j'aime bien dire que c'est la SVO2 du tissu. Et donc la SVO2 du tissu, c'est exactement ce qu'on a avec une NIRS. Alors l'avantage de la NIRS, c'est que c'est facile. L'inconvénient de la NIRS, c'est que c'est très localisé. Vous avez vu, ça couvre uniquement les quelques millimètres carrés de la zone où on met le patch. Ce qui se passe derrière, eh ben, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Si, par exemple, un patient fait un AVC hémisphérique, la NIRS parle immédiatement. Si un chirurgien, pour une chirurgie de la crosse, pas des pontages, hein, mais une canule qui n'est pas bien adaptée, parce que ça touche tout l'hémisphère, la NIRS chute. Par contre, tout ce qui est plaque et tout le reste, la NIRS peut chuter, mais de façon souvent pas significative. Là, vous remarquerez, j'ai mis c'est le patient dont on a... Hop, il faut que je revienne. Et donc, c'est le patient dont on a parlé. Et vous voyez qu'à un moment, sa saturation a baissé. La saturation au niveau des deux hémisphères d'ailleurs, mais de façon plus significative à gauche. Alors je dis plus significative, mais ce n'est pas très significatif tout compte fait, parce qu'on a tous à peu près 10% d'écart entre les deux hémisphères cérébraux. C'est à peu près physiologique. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que les deux côtés, les deux saturations sont montées en optimisant le patient. Alors quand on dit optimiser le patient, c'est comme si on agissait sur une SVO2, c'est-à-dire oxygénation, monter le débit, la pression, l'hémoglobine, baisser la consommation, et puis voilà, en commençant par l'oxygénation, parce que c'est le paramètre le plus important, ce qui nous renvoie à la diapo précédente. Je n'irai pas je ne vais pas tarder sur ça, c'est juste pour vous rappeler que les inhibiteurs de la SGLT2, il faut les arrêter 72 heures avant l'opération. Il y a un risque d'acidocétose euglycémique, si on a le temps et si vous le souhaitez, après on pourra parler du mécanisme, mais c'est très très grave. Ce matin, Pascal m'a demandé si j'en ai vu, j'ai dit non. Et après, c'est très très grave parce que le patient, il a une glycémie normale, il a des symptômes graves, mais il a une glycémie normale, on ne sait pas trop le traiter, on peut en parler après. Et pareil, ça c'est de la réanimation anesthésie standard où il faut s'occuper du diabète et des hyperglycémies, même chez les patients qui ne sont pas diabétiques. Alors je disais que tout mon diaporama sera une ode, une éloge à la discussion, toujours autour de la Heart Team. Toujours autour de la Heart Team qui, elle, met le patient au centre de la discussion. Donc là, on n'essaye pas de mettre le patient dans les cases des recommandations, on essaye de prendre les recommandations et les appliquer au patient en prenant en compte le contexte social, le contexte personnel, la volonté du patient, la volonté de son entourage et les moyens. Alors, voilà, donc c'est ma dernière diapositive. C'est une diapositive que j'ai prise sur la revue Anesthesia Analgesia, pas la photo, hein, qui rappelle que nous sommes tous une équipe et que ce soit les cardiologues, les chirurgiens et les anesthésistes, réanimateurs, on est une équipe et on travaille tous pour la même chose, c'est pour le patient. Et je vais finir, mais en 2 mots, ça il faut que ça reste ici. Hein. Moi, je déteste qu'on écrive sur les comptes rendus, le patient a bénéficié d'une anesthésie générale et le patient a subi des pontages coronaires. Alors je ne sais pas pourquoi être péjoratif pour l'un et élogieux pour l'autre. Alors j'ai trouvé la solution, je mets le patient a eu une anesthésie générale et le patient a eu une revascularisation chirurgicale. Alors voilà, je suis pour la neutralité et la paix des ménages. Je crois que Pascal a des diapos et qui vont faire la continuité. Et merci.